Une petite fille rend un téléphone perdu. Des années plus tard, elle hérite d'un empire. Bon retour et profiter de l'histoire. Le vent hurlait à travers les fenêtres fissurées du minuscule appartement, tandis que la petite Razina serrait ses genoux contre elle sur le canapé usé. Ses doigts étaient engourdis malgré les gants cousus à partir de vieilles chaussettes. Sa mère, Kogumila, venait de rentrer de son deuxième service, le visage pâle d'épuisement. Le chauffage ne fonctionnait plus depuis des jours, et leur seul dîner était du pain rassis trempé dans l'eau. « Je suis désolé, mon bébé », murmura sa mère en caressant les cheveux de Razina. « J'essaierai de rapporter quelque chose de chaud demain. » Razina se contenta de hocher la tête. Elle était habituée à la faim. Paris, en plein hiver, n'avait jamais semblé aussi impitoyable. Les rues étaient pavées d'indifférence et les immeubles haussmanniens, témoins silencieux de leur misère, semblèrent les observer avec dédain. Pour une fillette de 8 ans, le contraste entre la ville lumière et l'obscurité de leur existence était incompréhensible. Elle ne comprenait pas pourquoi certains enfants avaient des manteaux neufs et des jouets brillants, tandis qu'elle portait les mêmes vêtements depuis 3 ans, soigneusement rapiécés par sa mère. Leur appartement, situé dans une ruelle étroite du 19e arrondissement, n'était guère plus qu'une boîte à chaussures avec une fenêtre. Le papier peint s'écaillait comme la peau d'un serpent malade, révélant des murs humides couverts de moisissures. Le seul luxe était un petit radiateur électrique qu'elle n'allumait que lors des nuits les plus froides, quand le thermomètre descendait en dessous de 0. Même alors, elle ne l'utilisait que pendant 1 heure, effrayée par la facture. Qui suivrait? Ce soir-là, tandis que les lumières de Paris scintillaient au loin, promettant une chaleur et un confort inaccessibles, Kogumila enveloppa sa fille dans une couverture élimée et lui raconta une histoire de princesse polonaise, un souvenir de leur pays natal qu'elles avaient quitté 3 ans auparavant, à la recherche d'une vie meilleure. Elle parlait doucement, sa voix teintée d'un accent qui trahissait ses origines. Chaque mot était un fil invisible, tissant un cocon de réconfort autour de sa fille. « Un jour, Razina, tu verras, tout sera différent », promit-elle, ses yeux brillant d'une détermination qui contrastait avec sa fatigue. « Je travaille dur pour que tu puisses aller à l'université un jour. Tu deviendras quelqu'un d'important. » Razina hocha la tête, bien qu'elle ne comprit pas vraiment ce que signifiait devenir quelqu'un d'important. Pour elle, sa mère était déjà la personne la plus importante du monde, une femme qui travaillait 16 heures par jour, qui nettoyait les maisons des riches, le matin et les restaurants chics le soir, simplement pour qu'elle puisse survivre. Kogumila se leva péniblement, ses articulations craquant comme celles d'une femme 2 fois plus âgée. À 32 ans, elle en paraissait 45. « Ce soir, tu vas m'accompagner au restaurant », annonça-t-elle en cherchant le manteau de Razina, un vêtement de seconde main 3 tailles trop grand que sa mère avait ajusté du mieux qu'elle pouvait. « Madame Leblanc est malade, et je n'ai personne pour te garder. » Le restaurant où travaillait Kogumila, le Grand Paris, était l'un des établissements les plus prestigieux de la capitale. Situé près des Champs-Élysées, il accueillait des clients fortunés qui dépensaient en un seul repas ce que Kogumila gagnait en 1 mois. Cette disparité n'avait pas échappé à Razina, malgré son jeune âge. Elle l'avait observée, silencieuse et attentive, lors des rares occasions où elle avait accompagné sa mère. « Je serai sage », promit Razina en enfilant son manteau. Elle glissa dans sa poche un petit carnet à dessin et quelques crayons cassés, son seul divertissement pendant les longues heures d'attente. « Je me cacherai dans l'arrière-cuisine comme d'habitude. » La nuit était glaciale, et le trajet en métro sembla interminable. Les wagons bondés offraient au moins une chaleur momentanée, mais l'odeur d'humanité entassée était suffocante. Razina serrait la main de sa mère, comme si c'était une bouée de sauvetage, observant les visages fatigués des Parisiens rentrant chez eux après une longue journée. Lorsqu'elles émergèrent à la station Georges V, le contraste était saisissant. Ici, les vitrines étincelaient, les trottoirs étaient immaculés, et l'air semblait différent, comme si la pauvreté n'était qu'un mauvais rêve dont on pouvait se réveiller en franchissant une frontière invisible. Le Grand Paris se dressait majestueux, avec sa façade en pierre de taille et ses grandes fenêtres illuminées. À l'intérieur, les clients sirotaient du champagne et dégustaient des plats dont les noms semblaient venir d'une langue étrangère pour Razina: foie gras, bouillabaisse, cassoulet. Des serveurs en costume noir se déplaçaient avec grâce entre les tables,
portant des plateaux d'argent comme s'ils ne pesaient rien. « Viens », murmura Kogumila en tirant sa fille vers l'entrée de service à l'arrière du bâtiment. « Et souviens-toi, tu dois rester silencieuse. Si Monsieur Dupont te voit, je pourrais perdre mon travail. » Monsieur Dupont, le gérant, était un homme petit et nerveux, avec une moustache fine et des yeux qui semblaient constamment à la recherche de raisons de se plaindre. Kogumila l'évitait comme la peste, accomplissant ses tâches avec une efficacité discrète qui la rendait presque invisible. L'arrière-cuisine était un monde en soi, bruyant, chaud, frénétique. Des chefs criaient des ordres, des plats claquaient, des flammes s'élevaient des poêles. L'odeur de nourriture était si intense que Razina sentit son estomac se contracter, douloureusement, lui rappelant qu'elle n'avait presque rien mangé depuis la veille. « Reste ici », ordonna Kogumila, indiquant un coin près des casiers du personnel. « Ne touche à rien et ne parle à personne. Si quelqu'un te demande qui tu es, dis que tu es la nièce de Sophie. » Sophie, une serveuse au cœur tendre, était la seule amie de Kogumila au restaurant. Elle glissait parfois des restes de nourriture dans un sac pour que Razina puisse manger quelque chose de substantiel. Razina s'installa dans son coin, sortit son carnet et commença à dessiner. Ses dessins étaient remarquables pour une enfant de son âge, des scènes détaillées de la vie qu'elle rêvait d'avoir un jour. Une grande maison avec un jardin, une table couverte de nourriture, sa mère souriant sans cerne sous les yeux. Les heures passèrent lentement. De temps en temps, un chef ou un serveur lui jetait un regard curieux, mais n'osait rien dire. La cuisine se vida progressivement à mesure que le service touchait à sa fin. Vers minuit, seuls quelques clients persistèrent dans la salle, savourant leur digestif et refusant de reconnaître que la soirée était terminée. C'est alors qu'elle le vit. Il était entré par la porte principale, mais au lieu de s'installer à une table, il s'était dirigé vers le bar. Grand imposant, vêtu d'un manteau sombre qui criait l'opulence discrète, il avait cette aura indéfinissable que possèdent ceux qui sont habitués à être obéis sans avoir à lever la voix. Razina, attirée par une curiosité qu'elle ne pouvait expliquer, se glissa hors de sa cachette et s'approcha silencieusement de la porte battante qui séparait la cuisine de la salle. À travers l'interstice, elle pouvait l'observer sans être vue. L'homme parlait au téléphone, son visage marqué par l'agacement. Même de loin, elle pouvait voir la montre à son poignet, un objet brillant qui semblait capturer et rediriger la lumière des chandeliers. Ses cheveux grisonnants étaient impeccablement coiffés, et sa posture suggérait une confiance absolue en lui-même et en sa place dans le monde. « Je me fiche de ce que disent les analystes », aboya-t-il en français, mais avec un accent que la petite fille ne reconnut pas. « Achetez ces actions maintenant, avant que le marché n'ouvre à Tokyo. C'est une opportunité que nous ne pouvons pas manquer. » Il raccrocha brusquement, vida son verre de whisky d'un trait et se dirigea vers la sortie sans même attendre la note, un privilège réservé aux habitués très spéciaux. C'est alors que Razina vit l'objet tomber de sa poche. Un téléphone, portable, noir et brillant, glissa silencieusement sur le tapis épais et resta là, abandonné comme un joyau oublié. Pendant un instant, un seul instant, une pensée traversa l'esprit de Razina. Ce téléphone valait probablement plus que tout ce qu'elle et sa mère possédaient. Il pourrait être vendu. L'argent pourrait acheter de la nourriture, payer, le loyer en retard, peut-être même un manteau neuf pour l'hiver. Mais la voix de sa mère résonna dans sa tête. « Nous ne volons pas, Razina, même quand nous avons faim. Notre dignité est la seule chose que personne ne peut nous prendre. » Sans hésiter davantage, elle poussa la porte battante et s'élança dans la salle, ignorant les regards surpris des serveurs et des derniers clients. « Monsieur, monsieur !» cria-t-elle en courant vers la sortie, le téléphone serré dans sa petite main. « Vous avez fait tomber quelque chose. » L'homme s'était déjà engagé sur le trottoir et s'apprêtait à monter dans une voiture noire aux vitres teintées lorsqu'il entendit la voix enfantine. Il se retourna surpris pour voir une petite fille en manteau usé courir vers lui, ses cheveux blonds s'échappant d'un bonnet tricoté. « Votre téléphone !» dit Razina essoufflée en lui tendant l'appareil. « Il est tombé de votre poche. » L'homme, Ulrich était son nom, regarda alternativement le téléphone et l'enfant, une expression indéchiffrable sur son visage. Ce n'était pas tant la restitution de l'objet qui le surprenait que l'honnêteté de ce geste venant d'une enfant visiblement démunie. « Tu aurais pu le garder, » dit-il lentement, en prenant le téléphone. Razina haussa les épaules avec la simplicité désarmante des enfants. « Ce n'est pas à moi, »
répondit-elle simplement. Ma maman dit qu'on ne vole pas, même quand on a faim. Ces derniers mots, prononcés sans aucune intention de susciter la pitié, frappèrent Ulrich comme un coup physique. Il observa plus attentivement la fillette, ses joues creuses, ses vêtements trop grands, ses yeux trop vieux pour son âge mais brillants d'une intelligence indéniable. « Comment t'appelles-tu » demanda-t-il d'une voix radoucie. « Razina » répondit-elle. « Et je dois retourner à la cuisine avant que ma mère ne s'inquiète. » Comme pour confirmer ses paroles, Kogumila apparut à la porte du restaurant, le visage déformé par la panique. En voyant sa fille discuter avec un client, elle se précipita, terrifiée à l'idée des conséquences. « Razina, que fais-tu ?»« Je suis désolée, monsieur. Elle ne voulait pas vous déranger. » s'excusa-t-elle précipitamment, attrapant la main de sa fille. « Elle ne me dérange pas, » répondit Ulrich, son regard se posant maintenant sur la mère. Elle était jeune, mais usée prématurément par une vie de privation et de labeur. Ses mains rougies et gercées racontèrent l'histoire de journées passées à frotter, nettoyer et servir. « Votre fille vient de me rendre un service important. » Kogumila sembla perplexe. « Un service ?»« Mon téléphone, » expliqua-t-il en montrant l'appareil. « Il contient des informations professionnelles importantes. Votre fille l'a trouvé et me l'a rapporté, au lieu de simplement l'ignorer. » Le sous-entendu était clair, au lieu de le voler. Kogumila rougit, partagée entre la fierté pour l'honnêteté de sa fille et l'humiliation face à l'implication qu'elles auraient pu être tentées de faire autrement. « Nous sommes peut-être pauvres, monsieur, mais nous avons des principes, » répondit-elle avec une dignité qui surprit Ulrich. « Venez, Razina, nous rentrons maintenant. » Elle tira sa fille par la main, prête à tourner les talons, mais Ulrich fit un pas en avant. « Attendez, » dit-il. « J'aimerais vous remercier correctement. Pourriez-vous venir à mon bureau demain ? Voici ma carte. » Il tendit une carte de visite épaisse, imprimée sur un papier si luxueux qu'il semblait indécent de le toucher avec des mains aussi rugueuses que celles de Kogumila. Elle hésita avant de la prendre, méfiante. « Pourquoi ? Nous n'avons pas besoin de remerciements pour faire ce qui est juste. » Ulrich sourit, un vrai sourire qui adoucit les traits sévères de son visage. « Je le sais bien, c'est précisément pourquoi j'insiste. S'il vous plaît, venez demain à 10 heures. Mon chauffeur viendra vous chercher. » Avant que Kogumila puisse protester davantage, il se tourna vers Razina. « Ta mère a raison, tu sais. Les principes sont plus importants que l'argent. Mais parfois, quand on a des principes, la vie finit par nous récompenser de façon inattendue. » Sur ces mots, il monta dans sa voiture et disparut dans la nuit parisienne, laissant derrière lui une mère perplexe et une petite fille intriguée, serrant dans sa main une carte de visite qui disait simplement « Ulrich Moreau, président-directeur général, Fortuna Ventures ». Sur le chemin du retour, dans le métro presque vide de cette heure tardive, Kogumila resta silencieuse, la carte tournant entre ses doigts comme un talisman étrange dont elle ne savait que faire. « Allons-nous y aller, maman ?» demanda finalement Razina, sa voix petite mais pleine d'espoir. Kogumila soupira, épuisée et incertaine. « Je ne sais pas, ma chérie, les gens riches, ils ont souvent des raisons cachées pour leurs actions. Il avait l'air gentil, insista Razina, et sa voiture était très belle. » Un faible sourire éclaira le visage fatigué de Kogumila. « Les belles voitures ne font pas les bonnes personnes. » Razina, mais en regardant le visage plein d'espoir de sa fille, elle sentit sa résolution faiblir. Qu'avaient-elles à perdre, après tout? Leur situation ne pouvait guère empirer. « Nous verrons, » concéda-t-elle finalement. « Mais ne te fais pas trop d'illusions. Ce monsieur va probablement nous offrir une récompense symbolique, et ce sera tout. » Cette nuit-là, blottie contre sa mère sous leur maigre couverture, Razina s'endormit, en rêvant de voitures noires et d'hommes en manteaux élégants qui transformaient la vie des petites filles affamées avec un coup de baguette magique. Sa mère, elle, resta éveillée, partagée entre l'espoir irrationnel et la peur. Peur de voir cet espoir écrasé comme tant d'autres avant lui. Si tu aimes l'histoire, tape 5 dans les commentaires et abonne-toi pour plus de vidéos comme celle-ci. Sinon, tape 0. Cela m'aide à créer un contenu encore meilleur pour toi. On continue. L'immeuble qui abritait le siège de Fortuna Ventures s'élevait comme un monolithe de verre et d'acier dans le quartier de la Défense, cette forêt de gratte-ciel aux frontières de Paris. Face à cette structure imposante, Kogumila et Razina semblaient infiniment petites, 2 points,
insignifiant au pied d'un géant. « Peut-être devrions-nous rentrer » murmura Kogumila intimidée malgré elle. Sa tenue, sa meilleure robe, soigneusement repassée mais visiblement usée, lui semblait soudain ridicule dans cet environnement de luxe et de pouvoir. Razina, au contraire, regardait tout avec une curiosité émerveillée. Ses yeux, grands ouverts, absorbaient chaque détail, du marbre poli du sol aux élégantes réceptionnistes dont le maquillage parfait semblait une œuvre d'art en soi. « Madame Nowak ?» Une voix les fit sursauter. Un jeune homme en costume s'était approché, un tablette à la main. « Monsieur Moreau vous attend. Veuillez me suivre, s'il vous plaît. » L'ascenseur les propulsa en silence jusqu'au dernier étage, où s'étendait un vaste espace de travail parsemé de bureaux en verre. Des employés en tenues impeccables s'activaient dans une chorégraphie précise, parlant doucement au téléphone ou tapant sur des claviers d'ordinateur avec une concentration absolue. Le jeune homme les conduisit jusqu'à une double porte, au fond de l'espace. Il frappa doucement, attendit une réponse, puis ouvrit la porte. « Madame Nowak et sa fille, monsieur », annonça-t-il avant de s'effacer pour les laisser entrer. Le bureau d'Ulrich Moreau était à la fois intimidant et accueillant. Un vaste espace aux murs couverts de tableaux abstraits, meublé avec un goût sûr mais discret. De grandes baies vitrées offraient une vue panoramique sur Paris, transformant la ville en une maquette vivante à leurs pieds. Ulrich se leva de son bureau et vint à leur rencontre souriant. Dans la lumière du jour, il paraissait moins intimidant que la veille, mais tout aussi impressionnant. « Madame Nowak, Razina, je suis ravi que vous ayez accepté mon invitation, » dit-il en leur serrant la main. « Asseyez-vous, je vous en prie. » Il les guida vers un coin salon plus intime, où des fauteuils en cuir encadraient une table basse, sur laquelle était disposé un service à thé en porcelaine fine. « Du thé, ou peut-être préféreriez-vous du café ?» proposa-t-il. « Du thé, merci, » répondit Kogumila, s'asseyant au bord du fauteuil comme si elle craignait de l'abîmer. Razina, quant à elle, s'enfonça confortablement dans le sien, visiblement enchantée par la douceur du cuir. Ulrich servit le thé lui-même, un geste qui surprit Kogumila. Les hommes comme lui avaient généralement des assistants pour de telles tâches. « J'imagine que vous vous demandez pourquoi je vous ai fait venir, » commença-t-il, allant droit au but. « Pour être franc, le geste de votre fille hier soir m'a profondément touché. Dans mon monde, Madame Nowak, l'honnêteté désintéressée est une denrée rare. » Kogumila but une gorgée de thé, incertaine de la réponse appropriée. « Nous avons simplement fait ce qui était juste, monsieur Moreau. Ulrich, je vous en prie. » Il se tourna vers Razina. « Sais-tu ce que contient ce téléphone que tu m'as rendu, jeune fille ?» Razina secoua la tête, curieuse. « Des informations qui valent plusieurs millions d'euros, » répondit-il simplement. « Des transactions financières, des contrats en cours de négociation, des stratégies d'investissement. Si ce téléphone était tombé entre de mauvaises mains, j'aurais pu perdre beaucoup plus que de l'argent. Ma réputation, la confiance de mes clients. » Il fit une pause, regardant intensément la petite fille. « Tu comprends ce que cela signifie ? » « Que vous avez eu de la chance que ce soit moi qui le trouve, » suggéra Razina avec une logique implacable. Ulrich éclata de rire, un son chaleureux et sincère qui sembla transformer toute l'atmosphère de la pièce. « Exactement. J'ai eu une chance extraordinaire, et je crois fermement que la chance doit être partagée. » Il se leva et alla chercher une enveloppe sur son bureau. « Ceci, dit-il en revenant, est un témoignage de ma gratitude. Mais c'est aussi une proposition. » Il tendit l'enveloppe à Kogumila, qui l'ouvrit avec des doigts tremblants. À l'intérieur se trouvaient des documents officiels et un chèque dont le montant la fit suffoquer. « C'est trop, » balbutia-t-elle, tentant de lui rendre l'enveloppe. « Nous ne pouvons pas accepter. »« Ce n'est pas une simple récompense, » expliqua patiemment Ulrich. « C'est un investissement. Les documents que vous tenez sont une bourse. » D'études complètes pour Razina, les meilleures écoles, les meilleurs tuteurs, tout ce dont elle aura besoin pour développer son potentiel. Le chèque est pour vous permettre de quitter votre emploi actuel et de vous consacrer à sa scolarité, ou à reprendre vous-même des études, si vous le souhaitez. Kogumila le regardait, stupéfaite. « Mais pourquoi? Vous ne nous connaissez même pas. » Ulrich s'appuya contre son bureau, son expression soudain plus grave. « Il y a 25 ans, j'étais un jeune homme pauvre de Marseille, fils d'immigrés polonais comme vous. Un jour, j'ai trouvé un portefeuille dans la rue. Il contenait assez d'argent pour nourrir ma famille pendant un mois. Je l'ai rendu à
Son propriétaire, un entrepreneur local qui a été si impressionné qu'il m'a offert un emploi, puis m'a encouragé à faire des études. Sans lui, je ne serais pas ici aujourd'hui. Il fit une pause, ses yeux se perdant un instant dans les souvenirs. Je lui ai promis que si j'en avais un jour l'occasion, je ferais la même chose pour quelqu'un d'autre. Aujourd'hui, cette promesse me rattrape. Kogumila restait silencieuse, assimilant lentement ses paroles. L'histoire semblait trop belle pour être vraie, comme un conte de fées moderne. Et pourtant l'homme devant elle dégageait une sincérité difficile à feindre. « J'ai peur », admit-elle finalement. Peur que tout cela disparaisse aussi vite qu'il est apparu. Peur de donner de faux espoirs à ma fille. Une peur légitime, acquiesça Ulrich. Mais sachez que mon offre est formalisée légalement. Ces bourses sont irrévocables et administrées par une fondation indépendante. Même si je changeais d'avis demain, ce qui n'arrivera pas, je ne pourrais plus revenir en arrière. Il s'agenouilla pour être au niveau de Razina, qui avait suivi la conversation avec une attention silencieuse. « Et toi, jeune fille, qu'en penses-tu? Aimerais-tu aller dans une école où tu pourrais apprendre tout ce que tu veux savoir ?» Les yeux de Razina s'illuminèrent. « Je pourrais apprendre à dessiner mieux et à lire des livres difficiles ?»« Tout ce que tu veux, » confirma Ulrich avec un sourire. « À condition que tu promettes de travailler dur et de toujours rester aussi honnête que tu l'es maintenant. »« Je promets, » dit solennellement Razina, avec le sérieux d'un adulte. « Prêtant serment. » Kogumila, observant l'échange, sentit quelque chose céder en elle, comme un mur de glace fondant sous le premier soleil du printemps. Pour la première fois depuis des années, elle s'autorisa à espérer. « Si nous acceptons, » commença-t-elle prudemment, « quelles seraient exactement vos attentes? Qu'attendriez-vous en retour? » « Rien de plus que ce que votre fille a déjà. Promis, du travail et de l'honnêteté. Je ne cherche pas à contrôler vos vies, Madame Novak. Je souhaite simplement offrir à Razina les opportunités que j'ai eu la chance de recevoir. » Il se tut un instant, puis ajouta « Bien sûr, j'aimerais suivre ses progrès. Peut-être un dîner de temps en temps pour voir comment vous vous adaptez à votre nouvelle situation. Mais ce serait à votre convenance, sans aucune obligation. » Kogumila regarda sa fille, dont le visage rayonnait d'espoir et d'excitation. Elle pensa à leur appartement glacial, aux nuits passées à s'inquiéter de savoir comment elle paierait le prochain loyer, aux rêves qu'elle avait abandonnés un par un pour survivre. « D'accord, » dit-elle finalement, sa voix à peine audible. « Nous acceptons votre offre, monsieur, Ulrich, et nous vous en sommes profondément reconnaissantes. » Ulrich sourit, visiblement satisfait. « Excellent. Mon assistante s'occupera de tous les détails pratiques. Dès la semaine prochaine, Razina pourra commencer à l'école Saint-Dominique et vous emménagerez dans un appartement plus adapté près de l'école. » Il tendit la main à Kogumila, qui la serra avec une émotion qu'elle ne cherchait plus à dissimuler. « Bienvenue dans une nouvelle vie, Madame Novak, pour vous et votre fille. » En quittant l'imposant bâtiment ce jour-là, Kogumila sentit un poids immense se soulever de ses épaules. Pour la première fois depuis leur arrivée en France, elle marchait la tête haute, tenant fermement la main de sa fille qui sautillait à ses côtés. « Maman, » demanda Razina alors qu'elles attendirent le métro, « est-ce que ça veut dire que nous ne serons plus jamais pauvres ?» Kogumila s'agenouilla pour être à la hauteur de sa fille, caressant doucement sa joue. « Ça veut dire que tu auras toutes les chances de construire ta propre vie, mon amour, et que nous n'aurons plus à nous inquiéter du lendemain pendant un bon moment. » Elle ne pouvait pas savoir, alors qu'elle serrait sa fille dans ses bras sur ce quai de métro, à quel point ses paroles se révéleraient prophétiques. Elle ne pouvait pas imaginer les années qui les attendaient, les défis qu'elle devrait encore affronter, les triomphes qu'elle célébrerait. Elle savait seulement qu'aujourd'hui, pour la première fois depuis longtemps, elle avait vu l'avenir, et il était lumineux. Le premier jour de Razina à l'école Saint-Dominique fut un choc culturel qui la laissa étourdie et silencieuse. L'établissement, niché dans le prestigieux 16e arrondissement, ressemblait plus à un château qu'à une école, avec ses bâtiments historiques entourés de jardins soignés. Ses nouveaux camarades de classe, enfants de diplomates, de banquiers et d'industriels, portaient l'uniforme bleu marine avec une aisance naturelle, comme s'ils étaient nés vêtus ainsi. Razina, malgré son uniforme neuf, se sentait comme une intruse. Son accent, sa timidité et surtout son ignorance des codes sociaux implicites qui régissaient ce microcosme privilégié
la distinguait immédiatement comme différente. Les regards curieux et parfois moqueurs la suivaient partout, comme une ombre dont elle ne pouvait se débarrasser. « D'où viens-tu » lui demanda une petite fille aux cheveux parfaitement tressés pendant la récréation. « Du 19e arrondissement », répondit honnêtement Razina. Des rires étouffés accueillirent sa réponse. « Non, je veux dire de quel pays. Tu as un accent bizarre. »« Je suis né en Pologne, mais nous vivons en France depuis 3 ans. » expliqua Razina, sentant ses joues s'empourprer. « Ah, une immigrée » dit un garçon avec un sourire condescendant. « Ma mère dit que les immigrés viennent prendre le travail des Français. » Razina baissa les yeux, incapable de répondre. Comment expliquer que sa mère avait accepté des emplois que personne d'autre ne voulait? Comment défendre leur droit d'être ici quand elle-même se sentait si peu à sa place? Les cours n'étaient pas plus faciles, bien qu'elle parlât couramment le français. Les références culturelles et le vocabulaire sophistiqué utilisés par les enseignants la laissaient souvent perdue. En mathématiques et en sciences, elle excellait, rattrapant rapidement son retard grâce à une intelligence naturelle et une détermination féroce. Mais en littérature et en histoire, son manque de contexte culturel créait un fossé qu'elle peinait à franchir. Les semaines passèrent, se transformant en mois. Chaque jour était un combat, pour comprendre, pour s'adapter, pour être accepté. Kogumila, installée avec sa fille dans un appartement confortable du 15e arrondissement, voyait la souffrance silencieuse de Razina, mais se sentait impuissante à l'aider. « Donne-toi du temps », conseillait-elle le soir en brossant les longs cheveux blonds de sa fille. « Tout changement prend du temps. »« Et si je n'y arrive jamais ?» murmura Razina, les larmes aux yeux. « Et si je ne suis pas assez intelligente ?»« Pour cette école, Monsieur Moreau sera déçu et tout cela aura été pour rien. »« Ne dis pas ça, » répondit fermement Kogumila. « Tu es brillante, ma chérie. Tu as juste besoin de croire en toi-même, autant que nous croyons en toi. » Car contre toute attente, Ulrich Moreau était devenu une présence régulière dans leur vie. Fidèle à sa parole, il les invitait à dîner une fois par mois, s'enquérant des progrès de Razina avec un intérêt sincère. Il écoutait attentivement ses récits sur l'école, offrant des conseils pratiques et des encouragements qui, venant de lui, semblaient avoir un poids particulier. Pour Razina, ces dîners étaient devenus un phare dans l'obscurité de son adaptation difficile. Ulrich la traitait comme une égale, valorisant ses opinions et prenant ses luttes au sérieux. Il n'avait jamais d'enfant, leur avait-il confié un soir, et il trouvait en Razina une fraîcheur d'esprit et une curiosité qui lui rappelaient sa propre jeunesse. Un soir de printemps, alors qu'il dînait dans un restaurant étoilé près des Champs-Élysées, Razina trouva finalement le courage de lui poser la question qui la tourmentait. « Monsieur Ulrich » commença-t-elle timidement. Elle n'avait jamais pu se résoudre à l'appeler simplement par son prénom. « Est-ce que vous regrettez parfois de nous avoir aidés? Je veux dire, je ne suis pas aussi doué que vous l'espériez. » Peut-être. Ulrich posa sa fourchette et la regarda avec sérieux. « Pourquoi dis-tu cela, Razina? »« J'ai eu un D en littérature française cette semaine, » admit-elle, honteuse. « Et les autres enfants, ils ne veulent toujours pas jouer avec moi. Ils m'appellent la boursière ou la polonaise, comme si c'était des insultes. Je vois. » Ulrich réfléchit un moment, puis sourit. « Laisse-moi te raconter quelque chose. Quand j'avais ton âge, j'étais aussi le boursier. Les enfants peuvent être cruels, surtout quand ils sentent que quelqu'un est différent. Mais sais-tu ce qui a fini par se passer ?» Razina secoua la tête, captivée. Ces mêmes enfants qui se moquèrent de moi travaillent maintenant pour moi ou me demandant des investissements pour leurs entreprises. Son sourire s'élargit. « La vie est longue, Razina, et l'école n'en est qu'une petite partie. Ce qui compte, ce n'est pas d'où tu viens, mais où tu vas. Et d'après ce que je vois, tu vas très loin. » Il se pencha en avant, baissant la voix comme pour partager un secret. « Quant à ta note en littérature, nous allons arranger ça. As-tu déjà pensé à avoir un tuteur ?» C'est ainsi que Razina commença à recevoir des cours particuliers, 2 fois par semaine, non seulement en littérature, mais aussi en histoire de l'art, en musique classique, et en autres matières de culture générale qui semblaient être le bagage naturel de ses camarades privilégiés. Madame Leclerc, une ancienne professeure de la Sorbonne à la retraite, devint son guide dans ce nouveau monde. Avec patience et passion, elle introduisit Razina aux grands classiques de la littérature française, à l'histoire européenne, aux mouvements artistiques qui avaient façonné la culture dans laquelle elle tentait maintenant de s'intégrer. « Tu as une sensibilité particulière, »
lui dit un jour Madame Leclerc, alors qu'elle discutait d'un poème de Baudelaire. Tu vois des choses que d'autres manquent, précisément parce que tu regardes depuis l'extérieur. Ces mots furent une révélation pour Razina. Pour la première fois, elle commença à considérer sa différence non comme un handicap, mais comme une force potentielle. Lentement, son assurance grandit, et avec elle ses résultats scolaires. Kogumila, pendant ce temps, avait commencé à suivre des cours du soir pour obtenir un diplôme en gestion hôtelière. Après des années passées à nettoyer les cuisines des autres, elle rêvait de gérer la sienne. Ulrich l'avait encouragée dans cette voie, suggérant même qu'il pourrait l'aider à ouvrir un petit café polonais une fois ses études terminées. La vie avait changé si rapidement, si radicalement, qu'il leur semblait parfois avoir rêvé leur ancienne existence. Le seul rappel tangible était la photo encadrée sur la table de chevet de Razina, une image d'elle et sa mère devant. Leur ancien immeuble, prise dans un rare moment de joie, quelques semaines avant la rencontre qui avait tout changé. Un matin de septembre, au début de sa 2e année à Saint-Dominique, Razina se rendit compte que quelque chose avait subtilement changé. Les regards n'étaient plus les mêmes. Les chuchotements à son passage avaient cessé. Et lorsqu'elle répondit brillamment à une question complexe en classe d'histoire, elle vit quelque chose qu'elle n'avait jamais observé auparavant dans les yeux de ses camarades. Du respect. Ce soir-là, elle attendit avec impatience de partager cette victoire avec sa mère. Mais lorsqu'elle rentra à l'appartement, Kogumila n'était pas seule. Ulrich était là, assis à la table de la cuisine, une expression grave sur le visage. « Qu'est-ce qui se passe ?» demanda Razina, soudain inquiète. « Est-ce que j'ai fait quelque chose de mal ?»« Non, ma chérie, » répondit immédiatement sa mère en l'embrassant. « Au contraire, Monsieur Moreau, Ulrich, a une proposition à te faire. » Ulrich sourit, mais son sourire semblait tendu. « J'ai reçu tes bulletins scolaires, Razina. Tes professeurs sont unanimes. Tu es exceptionnelle, particulièrement en mathématiques et en sciences. » Razina hocha la tête, incertaine de la direction que prenait la conversation. « J'ai parlé avec le directeur de l'École internationale de Genève, » continua Ulrich. « C'est l'une des meilleures écoles du monde. Ils ont un programme spécial pour les élèves surdoués comme toi, et ils sont prêts à t'offrir une place. » Le cœur de Razina sembla s'arrêter. « En Suisse ?» murmura-t-elle, cherchant le regard de sa mère. « Mais, et maman ?»« Ce serait un internat, » expliqua doucement Ulrich. « Tu reviendrais pour les vacances, bien sûr. Et ta mère pourrait te rendre visite. C'est une opportunité extraordinaire, Razina, le genre qui n'arrive qu'une fois dans une vie. » Un petit bruit étranglé échappa à Kogumila, qui s'empressa de le masquer par un sourire forcé. « C'est merveilleux, n'est-ce pas? Mon petit génie. » Mais Razina n'était pas dupe. Elle voyait la douleur dans les yeux de sa mère, entendait le tremblement dans sa voix. Après tout ce qu'elles avaient traversé ensemble, l'idée de se séparer était comme une déchirure physique. « Je ne veux pas y aller, » dit-elle fermement. « Je suis heureuse ici. »« Razina, » intervint Ulrich avec douceur, « je comprends ta réticence, mais réfléchis à ce que cette école pourrait apporter. Des professeurs de niveau universitaire, des laboratoires équipés des dernières technologies, des camarades qui partagent ta passion pour l'apprentissage. » Il fit une pause, ses yeux plongeant dans ceux de la jeune fille. « À ton âge, j'aurais donné n'importe quoi pour une telle chance. Ce n'est pas obligatoire, » ajouta rapidement Kogumila, sentant la détresse de sa fille. « Tu peux rester à Saint-Dominique si tu préfères. Mais peut-être devrais-tu au moins visiter cette école avant de décider ?» Razina regarda alternativement sa mère et Ulrich, tiraillés entre le désir de ne pas les décevoir et la terreur de l'inconnu. « D'accord, » concéda-t-elle finalement. « Je vais la visiter, mais je ne promets rien. »« C'est tout ce que nous demandons, » sourit Ulrich, visiblement soulagé. Cette nuit-là, Razina resta longtemps éveillée, regardant le plafond de sa chambre. La proposition d'Ulrich tournait dans son esprit comme un carrousel infernal. D'un côté, l'excitation de nouvelles découvertes, de défis intellectuels à sa mesure. De l'autre, la peur de l'abandon, de l'isolement, de perdre le lien précieux avec sa mère. « Razina ?» La voix douce de Kogumila la tira de ses pensées. Sa mère se tenait dans l'encadrement de la porte, une silhouette fragile dans la pénombre. « Tu ne dors pas ?»« Je n'arrête pas de penser à cette école, » avoua Razina, tandis que sa mère venait s'asseoir au bord de son lit. « Je sais, » soupira Kogumila, caressant les cheveux de sa fille.
Moi aussi. J'ai peur, maman, peur d'être si loin de toi, peur de me retrouver seule dans un pays étranger encore une fois. Kogumila resta silencieuse un moment, comme si elle pesait soigneusement ses prochaines paroles. Tu te souviens? De ce que je te disais toujours, quand nous vivions dans notre vieux appartement. Que je deviendrais quelqu'un d'important un jour, répondit Krasina avec un faible sourire. Oui, et je le croyais vraiment, même quand tout semblait impossible. Elle prit les mains de sa fille dans les siennes. Écoute-moi, Krasina, je t'aime plus que tout au monde. Mais mon amour ne doit jamais être une cage. Il doit être comme des ailes. Des ailes pour t'aider à voler plus haut que je n'ai jamais pu. Des larmes silencieuses coulaient sur les joues de Krasina. Mais qu'en est-il de toi? Qui te tiendra compagnie quand je serai parti? Kogumila eut un petit rire triste. Je ne suis plus seule maintenant. J'ai mes études, mes nouveaux amis. Et j'ai Ulrich, un ami, rien de plus, ajouta-t-elle rapidement en voyant l'expression de sa fille. Il veille sur nous deux à sa façon. Elle essuya doucement les larmes de Krasina. Nous avons survécu à la pauvreté, à l'exil, à la solitude. Nous survivrons à cette séparation si tu décides que c'est ce que tu veux, parce que ce ne sera pas vraiment une séparation, tu comprends? Où que tu ailles, je serai toujours avec toi. Ici. Elle toucha la poitrine de Krasina, juste au-dessus de son cœur. Ces mots, prononcés avec tant d'amour et de sacrifice, touchèrent Krasina au plus profond de son être. Elle se blottit contre sa mère, respirant son parfum familier de savon et de thé. « Promets-moi juste une chose, » murmura Kogumila dans ses cheveux. « Quel que soit ton choix, fais-le pour toi. Pas pour moi, pas pour Ulrich, pour toi seul. Je te le promets, » chuchota Krasina. Et c'est ainsi que 2 semaines plus tard, après une visite qui avait dépassé toutes ses attentes, Krasina prit sa décision. À 11 ans, sa valise à la main, elle monta dans l'avion qui l'emmenait vers Genève, vers un nouveau chapitre de sa vie. Derrière elle, sur le tarmac, sa mère agitait la main, son visage un mélange de fierté et de chagrin. Sans le savoir, Krasina venait de faire le premier pas sur un chemin qui l'amènerait bien plus loin qu'elle ne pouvait l'imaginer. Alors que l'avion perçait les nuages, elle jeta un dernier regard vers Paris, la ville où tout avait commencé, où un simple geste d'honnêteté avait changé le cours de sa destinée. Avez-vous déjà vécu une séparation douloureuse mais nécessaire comme celle-ci? Partagez votre expérience dans les commentaires. Les années à l'école internationale de Genève furent pour Krasina une période d'intense transformation. Comme un papillon émergeant de sa chrysalide, elle se métamorphosa d'une enfant timide et incertaine en une jeune femme brillante et assurée. L'environnement international de l'école, où des élèves de plus de 100 nationalités différentes se côtoyaient, fit de sa différence non plus un handicap, mais un atout. Son accent, qui avait été source de moquerie à Paris, devint simplement l'une des nombreuses façons de parler dans cette tour de Babel éducative. Les vacances étaient des moments de retrouvailles joyeuses avec sa mère, dont la vie avait également pris un tournant positif. Kogumila avait obtenu son diplôme en gestion hôtelière avec mention et, grâce au soutien financier d'Ulrich, avait ouvert un petit restaurant polonais dans le Marais. Chez Mila était devenu en quelques mois un lieu prisé des Parisiens, en quête de saveurs authentiques de l'Europe de l'Est. Lors de ses retours à Paris, Krasina passait aussi du temps avec Ulrich. Ses visites, d'abord formelles et presque cérémonieuses, étaient devenues au fil des ans des moments plus décontractés. Ulrich l'emmenait dans ses endroits préférés, le Louvre un lundi, quand les galeries étaient presque vides, une petite librairie cachée au fond d'une cour du quartier latin, un café centenaire où les échecs se jouaient en silence et les idées s'échangeaient à voix basse. « L'argent donne accès à beaucoup de choses, Krasina », lui dit-il un jour alors qu'il contemplait de la Seine depuis un banc isolé de l'île Saint-Louis. « Mais la vraie richesse, c'est de savoir apprécier ce qui n'a pas de prix. » Il semblait toujours lui parler comme à une adulte, partageant des réflexions qui donnaient à Krasina l'impression d'avoir accès à un monde secret, un monde de pensées profondes et d'idées complexes dont les adultes discutaient lorsque les enfants étaient couchés. Ce fut lors d'une de ces conversations, à l'aube de ses 16 ans, qu'Ulrich lui parla pour la première fois de son entreprise. « Fortuna Ventures n'est pas une entreprise comme les autres, » expliqua-t-il, tandis qu'il marchait le long des quais. « Nous gérons l'un des plus grands réseaux de paris sportifs et financiers d'Europe. » En voyant l'expression surprise de Krasina, il sourit. « Je sais ce que tu penses. Les paris ont mauvaise réputation, souvent à juste titre, mais comme toute activité humaine,
Tout dépend de la façon dont ils sont conduits. Il s'arrêta pour la regarder droit dans les yeux. Notre entreprise fonctionne sur un principe simple, la transparence absolue. Nous expliquons clairement les risques, nous établissons des limites strictes, nous encourageons le jeu responsable. Contrairement à nos concurrents, nous ne cherchons pas à créer des addictions, mais à offrir une forme de divertissement calculé. Razina écoutait, fasciné malgré ses réserves. Mais les gens perdent quand même leur argent, non? Certains, oui, d'autres gagnent. C'est la nature du risque. Il reprit sa marche, les mains dans les poches. Mais nous avons développé des algorithmes sophistiqués qui équilibrent les probabilités. Notre objectif n'est pas que le joueur perde systématiquement. Cela tuerait notre industrie à long terme. Notre objectif est de créer un système où le jeu reste intéressant pour tous, y compris pour nous. Il lui expliqua alors les fondements mathématiques de son entreprise, les probabilités bayésiennes, les chaînes de Markov, la théorie des jeux appliqués aux comportements humains. Pour Razina, qui excellait en mathématiques avancées à Genève, ces concepts étaient comme des pièces d'un puzzle fascinant. « Pourquoi me racontes-tu tout cela » demanda-t-elle finalement, intriguée par ce soudain dévoilement. Ulrich s'arrêta à nouveau, son visage prenant une expression plus grave. « Parce que je vieillis, Razina, et parce que j'ai commencé à penser à l'avenir de l'entreprise que j'ai bâtie durant 30 ans. » Cette conversation marqua un tournant dans leur relation. À partir de ce jour, chaque visite devint en partie une leçon. Ulrich lui envoyait des livres sur l'économie comportementale, la finance moderne, la psychologie du risque. Il lui proposait des problèmes mathématiques complexes liés au système de paris qu'elle résolvait avec une facilité qui l'impressionnait constamment. « Tu as une intuition naturelle pour ce domaine », lui dit-il un jour, alors qu'elle lui présentait une solution particulièrement élégante à un problème d'équilibrage de cotes. Tu comprends instinctivement quelque chose que la plupart des gens n'arrivent jamais à saisir. Le hasard peut être quantifié, mais jamais entièrement prédit. Pendant les vacances de Noël de ses 16 ans, Ulrich lui offrit un cadeau qui allait changer sa trajectoire, l'opportunité de créer un projet de simulation financière pour Fortuna Ventures, un modèle qui prédirait les résultats des paris avec une précision accrue. « C'est une vraie mission », précisa-t-il, « pas un exercice. Si ton modèle fonctionne, nous l'implémenterons. » Razina accepta le défi avec enthousiasme, malgré les inquiétudes de sa mère qui craignait qu'elle ne néglige ses études. « Ne t'inquiète pas », la rassura-t-elle avec la confiance de la jeunesse. « Je peux gérer les deux. » Et elle le fit. Pendant 6 mois, elle consacra ses soirées et ses week-ends à ce projet, créant un algorithme qui intégrait non seulement les statistiques classiques des paris sportifs, mais aussi des variables psychologiques et sociales que les modèles traditionnels négligeaient. Elle termina son projet 1 semaine avant les examens de fin d'année, qu'elle réussit brillamment, malgré le temps limité qu'elle y avait consacré. Le jour de son retour à Paris pour les vacances d'été, elle présenta fièrement ses résultats à Ulrich dans son bureau. « Impressionnant », murmura-t-il, après avoir étudié son travail pendant près d'1 heure. « Tu as créé quelque chose que mes analystes seniors, avec leurs diplômes de Harvard et Stanford, n'ont pas réussi à concevoir. »« J'ai eu un bon professeur », répondit-elle modestement. « Non, » corrigea-t-il en secouant la tête, « tu as fait bien plus que simplement appliquer ce que je t'ai enseigné. Tu as innové, tu as pensé au-delà des paradigmes existants. » Il tapota l'écran où s'affichèrent ses équations. Ce modèle pourrait révolutionner toute notre approche. Cette nuit-là, Ulrich invita Razina et sa mère dans l'un des restaurants les plus exclusifs de Paris pour célébrer ce qu'il appelait le début d'une nouvelle ère pour Fortuna. Au champagne et aux mets raffinés se mêlèrent des conversations sur l'avenir, l'université que Razina choisirait après son diplôme, l'expansion du restaurant de Cogumila, les projets d'Ulrich pour internationaliser son entreprise. Ce fut au dessert qu'Ulrich aborda le sujet qui lui tenait vraiment à cœur. « J'aimerais que tu rejoignes Fortuna après l'université, Razina, » dit-il, son ton délibérément décontracté contrastant avec l'importance de sa proposition. Pas comme employé ordinaire, mais comme protégé, comme héritière potentielle. Le silence tomba sur la table. Cogumila regardait Ulrich avec stupéfaction, tandis que Razina semblait avoir momentanément perdu la capacité de parler. « Héritière », répéta-t-elle finalement. « Mais vous n'avez pas de famille, des neveux, des nièces ?» Ulrich eut un sourire triste. «
pas de famille proche. Quelques cousins en Pologne avec qui je n'ai plus de contact depuis des décennies. Fortuna est ma création, mon héritage. Je veux la confier à quelqu'un qui la comprendra, qui la respectera, qui la fera grandir dans le bon sens. Il se tourna vers Kogumila, comme pour anticiper ses objections. Je ne veux pas voler l'avenir de ta fille, Mila. Si elle préfère une autre voie, je la soutiendrai tout autant. Mais je crois sincèrement qu'elle a un don unique pour ce que nous faisons. Un don qui serait gâché ailleurs. Kogumila, pour la première fois depuis que Razina pouvait s'en souvenir, semblait véritablement en colère. Elle a 16 ans, Ulrich, 16 ans. Elle devrait explorer le monde, découvrir qui elle est, ce qu'elle veut vraiment, avant de s'engager dans quoi que ce soit. Je suis d'accord, acquiesça-t-il calmement. C'est pourquoi je ne lui demande pas de décider maintenant. Juste dit réfléchir. De garder cette possibilité à l'esprit pendant qu'elle continue ses études. Il se tourna à nouveau vers Razina. Tu as encore 2 ans de lycée, puis l'université. C'est le temps dont tu as besoin pour décider. Je te demande simplement de ne pas fermer cette porte. Razina hocha la tête, son esprit tourbillonnant d'émotions contradictoires. Une partie d'elle était excitée, flattée, impatiente de saisir cette opportunité extraordinaire. Une autre partie, la partie qui voyait la colère contenue de sa mère, se demandait si elle n'était pas en train d'être manipulée, d'être poussée dans une direction qu'elle n'aurait pas choisie par elle-même. Cette nuit-là, dans leur appartement, mère et fille eurent leur première vraie dispute depuis des années. « Il te façonne à son image depuis le début », accusa Kogumila, sa voix tremblante. « Les livres qu'il t'envoie, les sujets qu'il aborde. Avec toi, ces projets qui t'occupent pendant tes vacances, tout cela fait partie d'un plan. »« Tu es injuste », se défendit Razina. « Ulrich m'a offert des opportunités, il m'a ouvert des portes, mais il ne m'a jamais forcé à les franchir. »« Tu ne vois pas ce qui se passe parce que tu es trop proche », insista sa mère. « Je lui suis reconnaissante pour tout ce qu'il a fait pour nous, vraiment. Mais je commence à me demander si son aide n'avait pas un prix caché depuis le début. »« Quel prix ?» demanda Razina, exaspérée. « Il ne me demande rien en retour. Il m'offre un avenir que ni toi ni moi n'aurions jamais imaginé possible. Et c'est exactement ce qui m'inquiète. » Kogumila se laissa tomber sur le canapé, soudain épuisé. « Tu es brillante, Razina. Tu pourrais faire n'importe quoi. Médecin, scientifique, professeur, avocate. Des professions qui aident les gens, qui construisent plutôt que d'exploiter les faiblesses humaines. »« Les paris ne sont pas forcément une exploitation, » argumenta Razina, reprenant les points qu'Ulrich lui avait expliqués. « Ils peuvent être gérés éthiquement, avec des garde-fous, des limites. » Kogumila secoua la tête, un sourire triste aux lèvres. « Tu parles déjà comme lui. » Ces mots frappèrent Razina comme une gifle. Elle resta silencieuse, réfléchissant à tout ce qui s'était passé depuis cette nuit fatidique où elle avait rendu un téléphone perdu. Chaque étape, chaque décision semblait maintenant s'inscrire dans une trajectoire soigneusement planifiée dont elle n'avait pas eu conscience. « Je ne sais plus qui je suis, » admit-elle finalement, sa voix à peine audible. « Ou ce que je veux. »« Vraiment ?» Kogumila se leva et prit sa fille dans ses bras. « C'est normal, mon amour. Tu es jeune, tu as le temps de découvrir. » Elle prit le visage de Razina entre ses mains, la regardant droit dans les yeux. « Promets-moi juste que tu te donneras cette chance, que tu n'accepteras pas l'avenir qu'Ulrich t'offre simplement parce que c'est le seul que tu as envisagé. »« Je te le promets, » murmura Razina. Mais au fond d'elle-même, une part grandissante était déjà séduite par la vision qu'Ulrich lui avait présentée, un monde de stratégies complexes, de décisions calculées, de pouvoirs subtils. Un monde où son intelligence mathématique et sa compréhension intuitive des probabilités seraient non seulement utiles, mais essentielles. Pendant les 2 années qui suivirent, elle navigua entre ces 2 influences, cherchant sa propre voie. Elle continua à exceller académiquement, mais élargit délibérément ses horizons au-delà des mathématiques et des sciences, s'immergeant dans la littérature, la philosophie, l'histoire de l'art, des domaines qui l'aidaient à explorer les dimensions humaines que sa formation scientifique tendait à négliger. Elle passa ses étés entre le restaurant de sa mère, où elle travaillait comme serveuse pour rester connectée à une réalité plus simple, et les bureaux de Fortuna, Ventures, où elle approfondissait sa compréhension du monde complexe des paris et de la finance. Cette double vie créa en elle une tension constante,
mais aussi une perspective unique. Elle observait les clients du restaurant de sa mère, leurs joies, leurs peines, leurs préoccupations quotidiennes, puis traversait Paris pour analyser des données financières qui transformaient ces mêmes vies humaines en chiffres et en probabilités. À 18 ans, Razina reçut des offres d'admission de plusieurs universités prestigieuses. Oxford, MIT, UTH Zurich, le monde semblait s'ouvrir devant elle. Après de longues réflexions et discussions avec sa mère, elle choisit finalement l'École polytechnique de Paris. Ce choix représentait un compromis, une éducation d'élite en mathématiques appliquées tout en restant proche de sa mère et d'Ulrich. « Tu es sûr ?» demanda Kogumila lorsqu'elle lui annonça sa décision. « Tu pourrais aller n'importe où. »« Je suis sûr, » répondit Razina avec un sourire. « Paris est ma maison maintenant, et qui sait ce que l'avenir me réserve. Je veux garder toutes mes options ouvertes. » Ulrich, bien que visiblement satisfait de son choix, respecta sa demande de prendre du recul vis-à-vis de Fortuna pendant ses études. « L'université doit être une période d'exploration, concéda-t-il, mais ma porte te sera toujours ouverte. » Les années universitaires de Razina furent riches en découvertes et en amitiés nouvelles. Pour la première fois de sa vie, elle se sentait véritablement à sa place. Ni trop différente comme à Saint-Dominique, ni trop exceptionnelle comme à Genève. À Polytechnique, elle était simplement l'une des nombreux esprits brillants, unis par la passion des mathématiques et des sciences. Elle rencontra Lucas, un étudiant en informatique aussi intelligent que gentil, qui devint son premier amour, sérieux. Elle explora le militantisme écologique avec Sarah, sa colocataire engagée qui l'entraînait dans des manifestations et des projets communautaires. Elle découvrit la joie de la recherche pure sous la tutelle du professeur Mornay, qui voyait en elle un potentiel pour la théorie des jeux appliquée aux sciences sociales. Toutes ces influences l'éloignèrent progressivement de l'orbite d'Ulrich, jusqu'à cette soirée d'hiver de sa 3e année, où une nouvelle inattendue vint tout bouleverser. Le téléphone sonna alors qu'elle révisait pour ses examens semestriels. C'était sa mère, sa voix inhabituellement tendue. « Razina, c'est Ulrich. Il est à l'hôpital. Il a fait un malaise pendant une réunion. Les médecins parlent d'un cancer avancé. » Le monde sembla s'arrêter autour de Razina. Ulrich, cet homme qui lui avait semblé indestructible, permanent comme une montagne, était soudain vulnérable, mortel. Elle se précipita à l'hôpital américain de Neuilly, où elle trouva sa mère déjà au chevet d'Ulrich. Il semblait avoir vieilli de 10 ans en quelques heures, son teint grisâtre contrastant avec la blancheur des draps. Malgré sa faiblesse, ses yeux s'illuminèrent en la voyant entrer. « Ah, ma petite mathématicienne !» murmura-t-il avec un faible sourire. « Je suis désolé de t'arracher à tes études. »« Ne dis pas de bêtises, » répondit-elle, prenant sa main ridée dans la sienne. « Comment te sens-tu ?»« Comme un homme qui a reçu un rappel brutal de sa mortalité, » répondit-il avec une franchise désarmante. « Le diagnostic n'est pas bon, Razina. Cancer du pancréas, stade avancé. » Kogumila étouffa un sanglot que Ulrich balaya d'un geste fatigué. « Pas de larmes, je vous en prie. J'ai eu une bonne vie, meilleure que ce que j'aurais pu espérer. » Tournant son regard vers Razina, il ajouta « Mais il y a encore des choses à régler, des décisions à prendre. » Dans les jours qui suivirent, Razina mit ses études entre parenthèses pour être présente à l'hôpital. Les médecins parlaient, 2 mois, peut-être 6, avec des traitements qui ralentiraient la progression mais ne l'arrêteraient pas. Ulrich écoutait leurs pronostics avec le même calme analytique qu'il appliquait aux fluctuations des marchés financiers. Une semaine après son admission, alors qu'il se sentait un peu plus fort, il demanda à parler à Razina en privé. Kogumila les laissa, non sans jeter un regard inquiet à sa fille, avant de quitter la chambre. « J'ai besoin de te parler de Fortuna », commença Ulrich sans préambule dès que la porte se referma. « L'entreprise est en ordre, financièrement solide, mais elle a besoin d'une direction, d'une vision. » Razina sentit son cœur s'accélérer. Elle savait ce qui allait suivre, l'avait vu venir depuis des années, mais se sentait toujours aussi peu préparée à y faire face. « Tu veux que je prenne ta suite ?» dit-elle doucement, une constatation plutôt qu'une question. « Oui », confirma-t-il simplement. « Cette entreprise, cet empire, je l'ai construit à partir de rien, mais il sera tien maintenant, si tu le veux. » Elle le fixa sans voix, 1000 pensées contradictoires se bousculant dans son esprit. « Ce n'est pas qu'une entreprise, » continua-t-il, sa voix gagnant en force malgré sa faiblesse physique. « C'est une plateforme. Tu peux en faire ce que tu veux.
la rendre plus intelligente, plus propre, meilleure. Il se redressa légèrement, ses yeux fatigués retrouvant une étincelle de leur intensité d'autrefois. « Je ne te demande pas de devenir moi, Razina. Je te demande de devenir toi-même avec les outils que je peux te donner. Et si ce n'est pas ce que je veux, osa-t-elle demander, sa voix à peine audible. Un sourire triste traversa le visage émacié d'Ulrich. Alors tout ira à des fondations caritatives, et Fortuna sera gérée par un conseil d'administration jusqu'à ce qu'il trouve un acheteur approprié. C'est prévu dans mon testament. Il prit sa main. Tu n'es pas prisonnière de ma générosité. Razina, tu ne l'as jamais été. Ces mots, cette liberté offerte alors même qu'il lui présentait son plus grand souhait, touchèrent Razina au cœur. Pour la première fois, elle comprit pleinement que l'amour d'Ulrich pour elle, car c'était bien de l'amour à sa façon, n'avait jamais été conditionnel. « Je ne sais pas si je suis prête, » admit-elle, les larmes aux yeux. « Je n'ai que 21 ans. Je n'ai pas fini mes études. Personne n'est jamais prêt pour ce genre de responsabilité, » l'interrompit-il doucement. « Moi-même, quand j'ai commencé, j'étais terrifié. Mais tu as quelque chose que je n'avais pas. Une formation exceptionnelle, un esprit brillant et, il hésita, des valeurs solides, grâce à ta mère. » Il s'arrêta, épuisé par cet effort de persuasion. « Tu n'as pas à décider maintenant. Réfléchis-y. Parle-en avec ta mère, avec tes professeurs, avec toi-même surtout. » Cette nuit-là, Razina marcha longtemps dans les rues de Paris, cherchant des réponses dans le ciel étoilé et les reflets de la Seine. La proposition d'Ulrich résonnait dans son esprit comme un écho sans fin. D'un côté, l'opportunité était vertigineuse. Diriger une entreprise internationale à un âge où la plupart de ses camarades cherchaient encore leur premier emploi stable. Le pouvoir de transformer une industrie souvent critiquée, d'y apporter l'éthique et la rigueur scientifique qu'elle valorisait. De l'autre, les doutes de sa mère n'avaient jamais vraiment quitté Razina. Cette industrie, même réformée, restait fondée sur l'exploitation d'un désir humain fondamental, celui du gain facile, du risque, parfois de l'illusion. Pouvait-elle vraiment la rendre meilleure, ou cette ambition n'était-elle qu'une façon de se donner bonne conscience? Le lendemain, elle se rendit directement chez sa mère avant de retourner à l'hôpital. Kogumila préparait des pierogi pour les employés de son restaurant, ses mains travaillant la pâte avec cette précision gracieuse qui avait toujours fasciné Razina. « Il te l'a proposé, n'est-ce pas ?» demanda Kogumila sans lever les yeux de son travail. « Oui », confirma Razina s'asseyant à la table de la cuisine. « Il dit que je suis libre de refuser. »« Et l'es-tu » Kogumila leva enfin les yeux, son regard scrutant celui de sa fille. « Te sens-tu vraiment libre de dire non à l'homme qui a transformé nos vies ?» Razina considéra la question avec sérieux. « Étrangement, oui. Je crois qu'il accepterait mon refus sans rancune. C'est presque plus difficile ainsi. » Sa mère sourit, un sourire empreint de sagesse et de résignation. « Bien sûr que c'est plus difficile. C'est toujours plus difficile quand le choix est réellement nôtre, car alors nous ne pouvons blâmer personne d'autre pour les conséquences. » Elle s'essuya les mains et vint s'asseoir face à sa fille. « Que veux-tu faire, Razina ? Pas ce que je veux pour toi, pas ce qu'Ulrich veut. Ce que toi tu veux ?» Razina prit une profonde inspiration. « Je crois que je veux essayer. Pas pour devenir comme Ulrich, mais pour voir si je peux créer quelque chose de différent à partir de ce qu'il a bâti. » Elle regarda sa mère, cherchant sa réaction. « Est-ce que tu serais déçue ?» Kogumila prit les mains de sa fille dans les siennes. « Comment pourrais-je être déçu par une jeune femme qui réfléchit avec autant de sérieux à son avenir, qui pèse non seulement l'opportunité, mais aussi la responsabilité qu'elle implique ?» Elle secoua doucement la tête. « J'avais peur qu'Ulrich te façonne à son image, mais je vois maintenant que ma peur était injustifiée. Tu as pris ce qu'il avait à t'offrir. Connaissance, opportunité, vision, mais tu restes fondamentalement toi-même. Une femme, avec un cœur et une conscience. » Les paroles de sa mère dissipèrent les derniers doutes de Razina. Ce soir-là, elle retourna à l'hôpital et communiqua sa décision à Ulrich. Son visage s'illumina d'une joie qui semblait momentanément effacer les ravages de la maladie. « Tu ne le regretteras pas, » promit-il, serrant sa main avec une force surprenante pour un homme si affaibli. « Je ferai les choses à ma façon, » prévint-elle, voulant que ce soit clair dès le début. « Je n'en attendais pas moins, » répondit-il avec un sourire malicieux.
C'est précisément pourquoi je te choisis. Les 6 mois qui suivirent furent une course contre la montre. Razina jonglait entre ses études à Polytechnique, qu'elle était déterminée à terminer, et un apprentissage intensif de tous les aspects de Fortuna sous la tutelle d'Ulrich. Chaque jour après les cours, elle se rendait soit à l'hôpital, soit au siège de l'entreprise, absorbant des quantités prodigieuses d'informations sur les opérations, les finances, les stratégies à long terme. Ulrich, malgré la progression de sa maladie, retrouvait une énergie presque surnaturelle lors de ces sessions. Il parlait pendant des heures, partageant non seulement des connaissances techniques, mais aussi des anecdotes, des leçons tirées d'échecs passés, des réflexions sur la nature humaine vue à travers le prisme des paris. Les gens ne parient pas seulement pour gagner de l'argent, expliquait-il, mais pour ressentir quelque chose, l'excitation, l'espoir, le frisson du risque contrôlé. Notre responsabilité est de leur offrir cette expérience sans exploiter leur vulnérabilité. Progressivement, Razina fut présentée aux cadres supérieurs, aux partenaires commerciaux, aux investisseurs clés. Les réactions variaient. Certains étaient ouvertement sceptiques face à cette jeune femme qu'ils voyaient comme une héritière privilégiée sans expérience réelle. D'autres, plus perspicaces, détectaient en elle l'intelligence acérée et la détermination tranquille qui avaient fait le succès d'Ulrich. « Ne cherche pas à les impressionner », conseilla Ulrich après une réunion particulièrement tendue avec le conseil d'administration. « Cherche à les comprendre, le respect viendra avec les résultats. » En mai, alors que les cerisiers fleurissaient, dans Paris, Ulrich Moreau s'éteignit paisiblement dans son sommeil. Razina et Kogumila à son chevet. Ces derniers mots, murmurés à Razina quelques heures avant, restèrent gravés dans sa mémoire. « N'oublie jamais pourquoi tu fais les choses. L'argent sans but est un piège. Le pouvoir sans valeur est un poison. » Les funérailles furent sobres mais émouvantes, attirant des figures importantes de la finance européenne et de nombreux employés de Fortuna venus rendre un dernier hommage à leur fondateur. Razina, vêtue d'un tailleur noir simple, se tenait droite malgré le chagrin, sa mère à ses côtés comme un pilier silencieux. Une semaine plus tard, le testament fut officiellement ouvert. Comme annoncé, Ulrich avait légué l'intégralité de ses parts dans Fortuna Ventures à Razina, faisant d'elle l'actionnaire majoritaire. Le reste de sa fortune personnelle était divisé entre diverses œuvres caritatives et une pension confortable pour Kogumila, en reconnaissance de sa sagesse et de son intégrité qui ont guidé sa fille. Quand est venu le temps de vous adapter à un rôle nouveau et intimidant, comment avez-vous trouvé en vous la force nécessaire? Une simple phrase suffit pour partager votre expérience. 5 années s'écoulèrent, pendant lesquelles Razina, Novak devint un nom respecté dans le monde des affaires européennes. Les premières semaines à la tête de Fortuna furent difficiles, marquées par des tentatives de la part de certains cadres d'usurper son autorité ou de la reléguer à un rôle de figure de proue sans pouvoir réel. Sa réponse fut à la fois subtile et implacable. Au lieu de s'engager dans des confrontations directes, elle utilisa sa compréhension profonde des mathématiques et des algorithmes de l'entreprise pour introduire des changements stratégiques que seule une personne avec sa formation pouvait concevoir. Lorsque ces innovations commencèrent à générer des résultats mesurables, augmentant la rentabilité tout en réduisant les risques, les voix dissidentes s'estompèrent progressivement. Sa vision pour Fortuna se cristallisait au fil du temps, transformer ce qui avait été essentiellement une entreprise de paris en une société de gestion de risques interactive, comme elle aimait à la définir. Sous sa direction, l'entreprise investit massivement dans la recherche sur la ludification responsable, développa des outils sophistiqués pour identifier les comportements problématiques avant qu'ils ne deviennent des addictions et mit en place des limites personnalisées, basées sur les profils financiers des utilisateurs. « Nous ne voulons pas que nos clients perdent plus qu'ils ne peuvent se permettre », expliquait-elle lors d'une conférence qui fit sensation dans l'industrie. « Un client ruiné n'est pas un client fidèle. Notre objectif est une relation durable, fondée sur le divertissement responsable, pas l'exploitation à court terme. » Cette approche, initialement accueillie avec scepticisme par les concurrents, se révéla étonnamment profitable. Les clients, se sentant respectés et protégés, développaient une loyauté rare dans cette industrie volatile. Les régulateurs
Impressionné par les mesures préventives de Fortuna, citait souvent l'entreprise comme un modèle à suivre. Mais le plus grand changement, peut-être, fut le déploiement d'une partie substantielle des bénéfices dans des initiatives sociales. Rasina créa la fondation Ulrich Moreau, dédiée à l'éducation des enfants défavorisés et à la recherche sur les comportements addictifs. Chaque année, des centaines de bourses étaient attribuées à des jeunes brillants issus de milieux modestes. Un écho direct à sa propre histoire. Sa vie personnelle, cependant, restait relativement simple. Elle avait acheté un appartement élégant mais discret, dans le 7e arrondissement, à distance de marche du restaurant désormais florissant de sa mère. Les week-ends, elle aidait parfois au service, trouvant dans cette activité manuelle un répit bienvenu après des semaines de décisions stratégiques et de réunions à haute tension. Lucas, son amour universitaire, était resté dans sa vie malgré leurs chemins professionnels divergents. Lui comme chercheur en intelligence artificielle, elle comme dirigeante d'entreprise. Leur relation, fondée sur un respect mutuel et une compréhension profonde, était un ancrage dans sa vie parfois tumultueuse. Ce soir-là, assise dans le bureau qui avait été celui d'Ulrich, Rasina contemplait la ville illuminée à travers les grandes baies vitrées. Sur son bureau trônait une vitrine en verre contenant un objet qui semblait déplacé dans cet environnement luxueux. Un vieux téléphone portable noir, modèle obsolète depuis longtemps. Ce téléphone, celui qu'elle avait rendu à Ulrich, cette nuit fatidique au Grand Paris, était devenu une sorte de talisman, un rappel constant de comment un simple acte d'honnêteté pouvait changer le cours d'une vie. Elle le gardait là non par sentimentalisme, mais comme une boussole morale dans un monde où l'éthique était souvent la première victime du succès. Ses réflexions furent interrompues par l'arrivée de son assistante, Claire, une jeune femme, efficace et discrète, qui gérait son agenda surchargé avec une précision militaire. « Madame Novak, votre mère est arrivée pour le dîner », annonça-t-elle, « et le journaliste de Financial Times sera là dans 1 heure pour l'interview. »« Merci, Claire, » répondit Rasina en se levant. « Dites au chauffeur que je descends. » Elle prit son manteau et, avant de quitter la pièce, jeta un dernier regard au téléphone dans sa vitrine. Un sourire flotta sur ses lèvres. Non pas le sourire calculé qu'elle réservait aux réunions d'affaires, mais celui, plus doux et plus vrai, de la petite fille qui avait couru dans le froid parisien pour rendre un objet qui ne lui appartenait pas. Dans le hall d'entrée, Kogumila l'attendait, élégante dans sa simplicité. À 52 ans, elle avait conservé cette dignité tranquille qui avait toujours été la sienne, même dans les moments les plus difficiles. Seuls quelques fils argentés dans ses cheveux blonds et de fines rides au coin des yeux témoignaient du passage du temps. « Tu as l'air fatigué, » observa-t-elle en embrassant sa fille. « Tu travailles trop. » « Dis la femme qui gère un restaurant 6 jours sur 7, » répliqua Rasina avec un sourire affectueux. Elles montèrent dans la voiture qui les attendait. Une berline luxueuse mais discrète, à l'image de la philosophie personnelle de Rasina. Le chauffeur les conduisit vers un petit restaurant italien dans le Marais, loin des établissements, huppé, où Rasina était souvent invitée pour des dîners d'affaires. Installées à leur table habituelle dans un coin tranquille, mère et fille commandèrent sans consulter le menu. Elles venaient ici tous les mois depuis des années, toujours le même jour, toujours les mêmes plats. C'était leur rituel, leur moment de connexion loin des pressions de leur vie respective. « Comment va Lucas ?» demanda Kogumila entre 2 bouchées de risotto. « Bien, absorbé par son nouveau projet sur l'éthique des algorithmes prédictifs. » Rasina sourit. « Nous avons d'ailleurs eu une discussion fascinante sur les parallèles avec ce que nous faisons chez Fortuna. » Kogumila hocha la tête, pensive. « Et comment te sens-tu à l'approche de cette interview ? Le Financial Times n'est pas connu pour sa tendresse envers l'industrie des jeux d'argent. » C'est précisément pourquoi j'ai accepté. Rasina but une gorgée de vin. Je veux expliquer notre approche différente, notre vision à long terme. Montrer qu'il est possible de réconcilier profit et responsabilité sociale. Un silence confortable s'installa entre elles, chacune perdue dans ses pensées. Puis Kogumila posa sa main sur celle de sa fille. « Je suis fière de toi, tu sais, » dit-elle doucement. « Pas seulement pour ton succès, mais pour la façon dont tu l'utilises, pour la personne que tu es devenue malgré ou peut-être grâce à tous les défis. » Ces mots, simples mais profondément sincères, touchèrent Rasina plus que tous les éloges qu'elle recevait régulièrement dans la presse financière, car si le monde voyait en elle une dirigeante exceptionnelle,
Sa mère voyait ce qui était vraiment important. Son cœur, ses valeurs, son humanité. « J'ai eu un bon exemple », répondit-elle, la gorge serrée par l'émotion. Après le dîner, elles se séparèrent, Kogumila rentrant chez elle, Razina retournant au bureau pour « Sans interview ». Le journaliste l'attendait déjà. Un homme d'une cinquantaine d'années au regard perçant qui avait la réputation de ne pas ménager ses interlocuteurs. L'entretien commença par les questions habituelles sur les résultats financiers, les projets d'expansion, les défis réglementaires. Razina répondait avec l'aisance que confèrent des années d'expérience, ni trop formelle ni trop familière, toujours précise et réfléchie. Puis vint la question qui l'intéressait vraiment. « Madame Nowak, vous avez transformé Fortuna d'une simple entreprise de Paris en un modèle de ce que certains appellent le capitalisme éthique. Qu'est-ce qui a changé votre vie ?» Razina sourit, son regard dérivant vers la vitrine contenant le vieux téléphone. « Un téléphone perdu, répondit-elle, une main tendue, et une mère qui m'a appris à ne jamais prendre ce qui ne m'appartenait. Pas. » Elle fit une pause, cherchant les mots justes. « Voyez-vous, la richesse et le pouvoir ne sont pas des fins en soi. Ce sont des outils qui peuvent construire ou détruire, selon les mains qui les manient et les cœurs qui les guident. » Le journaliste la regardait, visiblement intrigué. « Et où avez-vous appris cette sagesse? À Polytechnique? À l'École internationale de Genève? » « Non, » répondit-elle avec un sourire authentique. « Dans un petit appartement froid du 19e arrondissement, où ma mère m'a enseigné que la dignité ne s'achète pas et ne se vend pas. Et plus tard, d'un homme qui a cru en moi non pas malgré mon honnêteté, mais à cause d'elle. » L'interview se poursuivit, s'orientant vers des sujets plus techniques. Mais pour Razina, l'essentiel avait été dit. Car au-delà des chiffres impressionnants, des stratégies innovantes et des reconnaissances internationales, la vraie histoire, celle qui l'avait menée de la pauvreté la plus absolue à la direction d'un empire financier, était une histoire de valeurs. Des valeurs transmises par une mère courageuse, renforcées par un mentor visionnaire, et maintenant perpétuées par une femme déterminée à utiliser son pouvoir pour créer un monde un peu meilleur que celui qu'elle avait trouvé. Cette nuit-là, en quittant son bureau, elle s'arrêta un instant devant la vitrine contenant le vieux téléphone, un objet simple qui avait changé non seulement sa vie, mais aussi celle de milliers d'autres à travers les initiatives de sa fondation. « Ce n'est pas juste une relique, » murmura-t-elle pour elle-même, « c'est un symbole de comment un geste honnête au milieu de la pauvreté a ouvert la porte à un empire et à un avenir que personne ne croyait possible. » Et quelque part, elle était certaine qu'Ulrich souriait. « Félicitations. Tape 9 dans les commentaires pour me montrer que tu es resté jusqu'à la fin avec moi. Merci d'avoir regardé et à demain pour une nouvelle histoire sur cette même chaîne.